Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la contribution de la Cour internationale de justice aux droits de l'environnement a été déjà présentée à l'ICEF par l'ancien président de la Cour, le juge Gilbert Guillaume, que le juge Amadeo Postiglione a eu la gentillesse d'inviter avant moi, et il a eu la gentillesse de continuer cette tradition, on peut dire, de présence de la Cour internationale de justice parmi les vrais juges, les juges de droit interne. Et bien entendu, je vais parler de la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies et qui est un tribunal, comme vous le savez, interétatique. Lorsque le juge Guillaume a parlé, il a parlé des affaires comme l'affaire qui a opposé la France, par exemple, à l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans les années 74 sur les essais nucléaires. Il a parlé de l'avis sur la menace ou l'emploi des essais nucléaires de 1996. Il a parlé de l'affaire Gabčíkovo-Nažimaros qui a opposé la Slovaquie à la Hongrie en 1996. Je n'y reviendrai pas. La Cour de justice a montré, je crois, qu'elle était habilitée et qu'elle était outillée par son statut et son règlement intérieur à traiter des problèmes d'environnement. L'affaire la plus importante, je crois, dont la Cour ait eu à traiter, est une affaire dont elle a été saisie en 2006. Elle a rendu son arrêt récemment, le 20 avril de cette année, le 20 avril 2010, elle a été saisie d'un différend, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, d'un différend qui oppose l'Uruguay à l'Argentine au sujet de l'interprétation et de l'application d'un traité qui unit les deux pays, un traité qui date de 1975 et qui porte statut du fleuve Uruguay, qui est un fleuve frontalier entre les deux pays. Il se trouve que l'Uruguay a projeté, à un moment donné, dans le cadre de son programme de développement, d'ériger 2 grandes usines de pâte à papier, dont on sait qu'elles peuvent causer préjudice à l'environnement, sur le bord du fleuve Uruguay, l'une qui était projetée par les Espagnols, ENCE par une entreprise espagnole, et l'autre projetée par une entreprise finlandaise, l'entreprise Orion Botnia. 2 grands projets donc étaient envisagés, et il fallait appliquer le traité de 1975. Et c'est de là qu'est né le différend qui a été soumis à la Cour. Mais avant d'en arriver là, je voudrais mentionner aussi qu'il y a une autre affaire. Je crois que vous en avez parlé, monsieur le professeur Francioni, ce matin, qui a été soumise cette fois à la Cour en 2008, mais il n'y a pas eu encore de décision, qui oppose l'Équateur à la Colombie sur les épandages aériens d'herbicides dans la zone frontalière, du côté de l'Équateur par la Colombie. Pour en revenir à l'arrêt de 2010, relatif à l'affaire des usines de pâte à papier, je crois que la Cour va préciser à l'occasion de cet arrêt les mesures, les mécanismes, les normes qui sont destinés à protéger l'environnement, ainsi que les modalités de leur interprétation et de leur application. Je crois, je ne fais pas de la propagande pour la Cour, mais je crois que cet arrêt va devenir à l'avenir l'arrêt de référence en matière de droit de l'environnement sur le plan international. Il faut rappeler ici que la Cour, en 2006, avait déjà rendu une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. Elle a refusé la demande de l'Argentine, elle l'a rejetée. L'Argentine lui demandait de suspendre toute construction jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt définitif. La Cour a estimé qu'il n'y avait ni urgence, a estimé prima facie, à ce stade,
qu'il n'y avait ni mesure d'urgence, ni risque d'un préjudice irréparable. Elle n'a donc pas suivi l'Argentine sur ce point. Personnellement, je le regrette. D'ailleurs, j'ai publié une opinion à ce sujet qui a suivi l'ordonnance, ainsi que mon collègue français, le juge Abraham. Je pense que la Cour aurait dû, en 2006, examiner ce qu'on a appelé l'obligation de ne pas construire, ce que les Argentins ont appelé l'obligation qui pèse sur l'Uruguay de ne pas construire, et le droit de l'Argentine à ce que cette construction n'ait pas lieu jusqu'à le rendu du jugement. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'affaire va changer d'ailleurs après, en 2009, à ce moment-là, la Cour estime que lorsqu'elle rend des mesures conservatoires, elle n'a pas à examiner la plausibilité d'un droit. En 2009, dans une affaire entre le Sénégal et la Belgique, elle va estimer qu'elle peut examiner la plausibilité d'un droit au niveau conservatoire. Je passe donc. Qu'en est-il de l'arrêt de 2010? Monsieur le Président, je vais faire tout mon possible pour respecter le temps qui m'est imparti. C'est un arrêt qui fait 100 pages, hein, mais enfin, je vais quand même essayer d'en parler en 10 minutes. L'arrêt de 2010 sa structure se présente de la manière suivante. La Cour a suivi un peu les plaidoiries des parties qui ont plaidé qu'il y a des obligations de nature procédurale et des obligations de substance, de fond, qui découlent du traité de 1975. Elle va donc d'abord examiner le lien entre les deux. Et elle va dire qu'il n'y a pas de lien d'automaticité, il y a un lien fonctionnel. Qu'est-ce que signifie le lien fonctionnel? Cela veut dire que c'est par la coopération, qui sont les obligations procédurales, qu'on arrive normalement à respecter les obligations de substance, c'est-à-dire à ne pas rejeter des substances nuisibles, à respecter les standards prévus dans le cadre des législations des États.